Ah oui, on parle d'illettrisme en effet ce matin, puisqu'à partir d'après-demain jusqu'à la semaine prochaine vont se tenir comme chaque année les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot illettrisme exactement ? Eh bien des personnes qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et qui ont pourtant été ces personnes scolarisées. C'est ce point d'ailleurs, le fait d'être allé à l'école, qui distingue l'illettré de l'analphabète. Alors on va pas vous inonder de chiffres, mais des illettrés, il y en a beaucoup en France et plus particulièrement en Guyane, avec de nombreuses difficultés qui se posent au quotidien puisque l'écrit est partout, démarches administratives, médicales, familiales et professionnelles. C'est de ça d'ailleurs dont on va parler ce matin. Les conséquences de l'illettrisme dans le monde du travail. Notre invité est par téléphone aujourd'hui. Lamia Halal, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Lamia Halal, vous êtes chef de projet développement des compétences et lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit en introduction que j'avais pas envie qu'on inonde tout le monde de chiffres pour pas perdre tous les auditeurs. Pourtant, je vais quand même en donner un pour commencer parce qu'il illustre quand même bien la situation dans laquelle on est et dont on va parler ce matin. Sur les 2,5 millions de personnes concernées par l'illettrisme en France, plus de la moitié occupe un emploi, c'est 51% à peu près. À quel point ça handicape finalement une personne de ne pas savoir lire ou écrire dans le monde du travail, Lamia Halal? On voit assez vite, on imagine assez vite que la recherche d'emploi, elle doit être difficile, mais une fois qu'on travaille, qu'on a réussi à trouver un emploi malgré ça, comment est-ce que ça se passe finalement ? Alors, donc, si vous voulez, la question de l'illettrisme est une réalité invisible que connaissent, comme vous avez bien dit, les 2 500 000 personnes dans notre pays. C'est une réalité invisible parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des personnes qui ont été scolarisées, mais pour des X raisons, ils se sont retrouvés en difficulté. Cette difficulté pour un salarié qui généralement va utiliser des stratégies de contournement pour ne pas montrer ces difficultés est assez importante. Vous savez très bien qu'on est dans une société lettrée où le rapport à l'écrit est très important. Les entreprises de nos jours sont de plus en plus confrontées aux évolutions technologiques, à la question de la traçabilité, à la question de la qualité et surtout la question de la qualité, donc de la sécurité. Et pour cela, le besoin de se référer à l'écrit est très important. Les enjeux, si vous permettez, Bien pour sûr. les entreprises sont très très importants. On est sur des enjeux, comme je viens de dire, de sécurité, mais puisque un salarié qui ne maîtrise pas, par exemple, le processus de la manipulation d'une machine risque de se retrouver d'avoir un accident et du coup de ne pas être en sécurité. C'est un enjeu également de RH et un enjeu de qualité de vie et de conditions de travail. Un salarié qui ne maîtrise pas les compétences de base ne peut pas prétendre à une évolution professionnelle, ne peut pas accéder également à la qualification, ou à un autre projet, que ce soit de reconversion, de reclassement, d'évolution, d'accès à la qualification. C'est aussi une problématique pour le service RH également et sur l'accompagnement d'une entreprise pour pouvoir accompagner son salarié dans sa conduite de changement, puisque les entreprises qui sont amenées à travailler sur des changements d'organisation doivent faire avec des salariés en situation d'illettrisme et du coup risquent de développer eux-mêmes des référentiels ou de stratégies, mais qui vont à l'encontre de cette envie de changement et d'évolution des organisations. C'est également un enjeu, comme je viens de dire aussi, de qualité de vie et de conditions de travail. Un salarié qui a développé ses compétences de base, qui sait lire, écrire, compter, mais également qui sait utiliser le numérique, est un salarié beaucoup plus autonome. Il sait agir en situation, donc il se sent utile, donc il est bien dans sa
sa mission, on va dire, et il va réaliser correctement ses tâches. Du coup, donc, il se sentira mieux et bien sur son poste de travail. Donc, la question du bien-être du salarié, elle est très importante. Et la question aussi, du coup, d'avoir toutes les conditions de travail nécessaires. On est sur de la qualité de l'emploi également. Il y a également un autre enjeu très important, c'est la question aussi de l'image ce qu'on appelle la marque employeur et l'image de l'entreprise. Une entreprise qui a des salariés qui sont autonomes, qui sont bien donc sur leur poste de travail, qui ont toutes les conditions pour avoir de la sécurité, mais également de bonnes conditions de travail. C'est une société beaucoup plus, on va dire, à une image plus importante et plus intéressante. Donc la marque employeur, elle est aussi importante. Donc là, on est sur des enjeux pour l'entreprise, mais également un enjeu pour le salarié lui-même. Justement, sur ce point-là, Lamia Halal, on reviendra évidemment dans quelques minutes sur les conséquences et les enjeux pour les entreprises, mais d'abord, et vous étiez en train de le dire, un mot sur les salariés eux-mêmes. Ce qui complique quand même la situation, c'est que l'illettrisme, c'est un phénomène invisible en quelque sorte, ça se voit pas tout de suite. Notre société, elle est tellement habituée à considérer la lecture ou l'écriture comme un savoir de base que dès qu'on voit quelqu'un, dès qu'on voit un salarié, on se demande jamais, en fait, ou très rarement, si cette personne, en fait, a des difficultés à ce niveau-là. C'est clair, parce que les salariés, généralement, vont utiliser ce qu'on appelle des stratégies de contournement. Ils vont donc, parce qu'elles n'osent pas dire qu'elles ne savent plus et font preuve de beaucoup d'intelligence pour ne pas être démasqués. Donc, ils vont utiliser des stratégies comme, par exemple, j'ai oublié mes lunettes, ou quand on est, par exemple, confronté à une situation de travail, se mettre en arrêt de travail, ou de ne pas, de se mettre toujours en retrait pour ne pas vraiment effectuer telle ou telle tâche, ou faire appel à ses collègues. Donc, comment faire appel aussi aux collègues pour faire à la place d'eux. Donc, si vous voulez, les stratégies de contournement sont très importantes et généralement, les salariés les développent de plus en plus pour pouvoir vraiment cacher leurs difficultés et dont les causes sont vraiment multiples. Donc, cela engendre, si vous voulez, beaucoup de sentiments de honte, d'échec, sentiment de peur, d'être moqué, d'être stigmatisé, du stress aussi, d'être démasqué. Du coup, on est dans une situation de plus un comportement de quelqu'un de assez timide ou plutôt d'être dans la défiance, la fragilité face à tout changement. Donc les difficultés au quotidien, vraiment au quotidien en tant que citoyen, donc dans sa vie professionnelle pour vraiment, comme je disais tout à l'heure, lire son planning, donc les consignes de sécurité, être force vive vraiment réelle dans son entreprise et tout. Donc les stratégies de contournement sont assez importantes et ils ont besoin de beaucoup de courage et de volonté pour pouvoir vraiment y remédier et pour cela j'estime que c'est la responsabilité de tous, que ce soit employeur ou collègues ou managers de proximité, d'être vraiment au plus près des besoins de ces salariés. C'est la première difficulté finalement, à la fois quand on est entrepreneur, d'arriver à voir ça chez un salarié, ou même quand on est un salarié de dire et d'avouer en quelque sorte, voilà, je ne sais ni lire ni écrire. C'est vraiment ce premier combat-là qu'il faut mener pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'illettrés sur tout le territoire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la première marche, vraiment. C'est de pouvoir en parler, pour pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est vraiment le mot d'ordre pour nos journées nationales, là, donc nos GNIAI. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre. En parler pour avancer, casser le tabou. Donc, ce n'est pas une fatalité. L'illettrisme n'est pas une fatalité. L'illettrisme, donc une personne en situation d'illettrisme est une personne qui a besoin d'être accompagnée, qui a besoin de monter en compétence pour se sentir beaucoup plus libre par la suite et du coup de se sentir aussi utile et pouvoir rêver d'un avenir meilleur, d'un projet, d'une évolution, d'un projet professionnel autre.
et de rêver aussi de pouvoir aider ses enfants dans sa vie personnelle, d'être donc autonome dans la vie quotidienne et de pouvoir, pourquoi pas aussi régler toutes ces démarches administratives en autonomie. Et d'autant que, et ça c'est une étude de l'INSEE sur le cas précis de la Guyane qu'il disait il y a quelques années, c'est toutes ces personnes, et elles sont nombreuses, on l'a dit, qui ont ces difficultés-là, elles vont s'orienter aussi vers des métiers qui sont peu ou presque pas confrontés à la lecture et à l'écriture. C'est bien le cas. D'ailleurs, beaucoup de personnes en situation d'illettrisme sont dans des postes. Donc, en fin de compte, tous les secteurs d'activité sont concernés par l'illettrisme. Mais on va le trouver dans donc le nombre de situations d'illettrisme. On va dire le pourcentage est beaucoup plus élevé dans certains secteurs, comme le bâtiment, comme la restauration, comme les métiers du paysage et de l'agriculture, de l'industrie, où avant on n'utilisait pas trop l'écrit, mais maintenant, avec vraiment donc la question de la traçabilité, mais aussi la question de la dématérialisation et l'utilisation du numérique, malheureusement, on ne peut plus s'échapper de cette maîtrise des savoirs fondamentaux, des savoirs de base, à savoir, je le répète, lire, écrire, compter, mais aussi maîtriser le numérique. Oui, c'est vrai que illettrisme et illectronisme, comme on dit aujourd'hui, finalement, même combat entre les deux. Bien sûr, illettrisme et électronisme, c'est le même combat. D'ailleurs, ça fait partie des compétences de base, donc le numérique. Et on est dans une, comme je répète, donc une société où le numérique est partout également maintenant. Et du coup, donc, ne pas maîtriser le numérique, cela veut dire ne pas faire correctement ses tâches et réaliser ses tâches, mais également au niveau personnel, être entre guillemets isolé, voire ça va jusqu'à l'exclusion. Alors Lamia Halal, vous avez travaillé, je ne sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, dans un centre de formation. Comment est-ce qu'on fait quand on est un adulte, qu'on est en situation d'illettrisme? Comment est-ce que ça se passe l'apprentissage? Parce que je suppose que les méthodes, les techniques, elles sont pas les mêmes que pour un enfant qui va apprendre à lire et à écrire à l'école. Alors, donc, pour un organisme de formation, il est très important de bien comprendre la démarche du développement des compétences de base. C'est-à-dire ? Alors, la démarche de compétences de base, on n'est pas dans la reproduction de ce qui s'est passé à l'école, sachant que généralement, ces personnes en situation d'illettrisme ont un passif, entre guillemets, avec l'école. Ça peut, donc, et le fait de reproduire l'école ne fait que les faire fuir. Donc, des organismes de formation ou des actions de formation. Si on prend un salarié, il est très important de partir de ses besoins. Des besoins en tant que professionnel, mais c'est également et en tant qu'aussi de personne, mais également les besoins de l'entreprise. Du coup, donc, le travail de formation tournera autour de situations professionnelles, prenant en considération, comme disait, cette démarche de compétences de base. Donc des choses concrètes en fait de la vie quotidienne de cette personne-là. C'est ça. On va travailler sur des supports professionnels. Ça peut être le planning, une demande de congé, un plan d'évacuation. Ça peut être également le process par exemple, des documents d'hygiène et de sécurité. Ça peut être également un document d'une fiche technique d'une machine. Donc, ce sont les outils de travail du salarié au quotidien et ce sont les outils qui seront didactisés par le formateur pour permettre au salarié de devenir autonome par la suite et du coup de transférer tout ce qu'il a acquis pendant la formation sur le poste de travail et en entreprise. Ouais, il faut impliquer les personnes, en fait, les salariés dans l'apprentissage et pas que ce soit vertical comme à l'école entre un professeur et un élève. On n'est plus dans cette logique descendante, mais une logique de coparticipative. On implique le salarié, certes, mais il ne faut pas oublier aussi que le manager doit être impliqué et l'employeur aussi doit être impliqué. Le salarié, parce que c'est lui qui va exprimer ses besoins et qui va travailler pendant la formation pour pouvoir après mettre en application sur le poste de travail. Pour le manager, pour surtout soutenir
soutenir le salarié qui part en formation dans une démarche bienveillante, en s'intéressant à sa formation, en l'écoutant, en essayant aussi de mettre on va dire, les bonnes conditions pour que le salarié soit vraiment à l'aise pendant sa formation. Quand je parle des bonnes conditions, des choses très basiques, que vraiment s'il doit être remplacé, qu'on le remplace, qu'il soit vraiment quand le travail, donc ne pas laisser le travail et à refaire pour le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre peut le faire. Quand on a un salarié, par exemple, qui est veilleur de nuit, un exemple, un veilleur de nuit qui part le lendemain en formation, c'est quelqu'un qui va pas être vraiment en forme pour pouvoir apprendre. Donc, le remplacement du salarié est de rigueur. C'est aussi un manager qui va communiquer de manière bienveillante dans l'entreprise pour que le salarié soit à l'aise quand il revient ou quand il est sur son poste de travail avec ses collègues. Mais également, c'est l'implication de l'employeur qui va aussi reconnaître, donc dans une reconnaissance de ce que le salarié va faire et du coup l'accompagnement dans une logique de gestion prévisionnelle des compétences et de reconnaissance de ce que le salarié est en train d'investir en termes de temps, mais également en termes de charges vraiment émotionnelles et cognitives. Mais justement, sur cet aspect-là des choses, est-ce que les entreprises, d'après ce que vous constatez, vous, elles sont, de manière générale, sont conscientes de ça, des impacts déjà que ça peut avoir pour leurs salariés, mais aussi pour elles-mêmes? Toutes les entreprises ne sont pas vraiment au fait, et c'est pour cette raison qu'on met en place des temps de communication, qu'on essaye vraiment. L'agence a 3 missions clés, donc fédérer toutes les énergies et les moyens pour avoir des solutions à la hauteur des besoins des personnes en situation d'illettrisme. C'est aussi offrir à tous les acteurs, donc une idée précise, claire, comme on l'a dit, sur les chiffres donc de l'illettrisme, pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils soient vraiment conscients de l'ampleur de cette problématique, mais aussi en construisant avec tous les acteurs, entreprises, OPCO, organismes de formation, décideurs, des solutions des solutions pour que chacun trouve vraiment son compte et que chaque salarié ou chaque individu en situation d'illettrisme arrive à développer ses compétences et de sortir, bien sûr, de l'illettrisme. Dernière question, Lamia. Là, on a parlé des conséquences, finalement, depuis tout à l'heure, les conséquences de l'illettrisme dans le monde du travail, les raisons maintenant, les causes en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est pourtant allée à l'école se retrouve une fois adulte dans cette situation-là? Le problème, il vient d'où? Est-ce qu'il faudrait, d'après vous, revoir en quelque sorte l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui est donné aux enfants? Alors, c'est pas une question de revoir les apprentissages. Alors d'adapter peut-être. C'est selon vraiment donc si vous voulez, une personne en situation d'illettrisme, elle se retrouve en situation d'illettrisme pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des problématiques vraiment en lien avec la relation à l'école. Mais également le manque de pratique. Vous savez que dans les chiffres, donc on sait très bien que les personnes de plus de 45 ans sont importantes dans les 2 500 000. Et quand on a quelqu'un qui a travaillé, je prends un petit exemple, comme homme d'entretien ou comme mécanicien toute sa vie, il n'est pas en relation à l'écrit, qui n'a pas les habitudes et la culture de l'écrit, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, forcément, il va désapprendre. Donc, si vous voulez, c'est comme, du coup, l'apprentissage et la relation à l'écrit est très, très importante tout au long de la vie. Donc, on a tous
besoin par une action nécessairement collective, collective impliquant l'éducation nationale, impliquant la formation professionnelle, impliquant les entreprises, impliquant les OPCO et tous les acteurs de la société civile, si vous voulez, pour on rassemble toutes ces sensibilités pour qu'on veille surtout à ce que chacun maîtrise bien cette base de la base et pour éviter que les connaissances difficilement acquises une première fois ne s'effritent. Oui, ne se perdent pas au fur et à mesure de la vie. Merci beaucoup, je suis désolé, on va devoir malheureusement arrêter. Il est déjà 7h35. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Lamia Hallal. Je le rappelle à tout le monde, vous êtes chef de projet, donc développement des compétences et lutte contre l'illettrisme dans le monde du travail au sein de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous.